Ok, bon, on y va finalement. Donc aujourd'hui, il y aura une première séance du séminaire après le cours. Je vais revenir un tout petit peu en arrière pour compléter, en faisant une petite remarque supplémentaire sur cette équation très particulière des U sur dt plus U grade U égale à 0. Je ne connais évidemment toujours pas la réponse. Peut-on définir des solutions faibles globales? Je ne connais toujours pas la réponse à la classe de solutions régulières que l'on obtient par composition d'applications monotones et l'identification et savoir s'il s'agit de toutes les solutions régulières dont on connaît essentiellement la description en termes de spectre de la différentielle. Mais je voulais juste faire une remarque en faisant un lien avec ce qu'on appelle dans les systèmes hyperboliques le problème de Riemann. Alors un point d'histoire, c'est Riemann s'intéresse aux équations qu'on appelle lois de conservation hyperbolique au XIXe siècle et on connaît ne serait-ce que la réalité physique des tubes à choc et on sait que pour ces équations, des chocs apparaissent en temps fini. Et donc Riemann se pose la question de qu'est-ce que ça veut dire une solution lorsqu'il y a des dérivés, qu'il y a des discontinuités, des non-linéarités, qu'est-ce que ça veut dire être solution? Donc il essaie de définir la bonne notion de solution et d'ailleurs se trompe, erreur historique et qui sera corrigée par Rankine et Hugoniot. Ils ne conservaient pas, essentiellement, les quantités physiques n'étaient pas conservées dans la solution que proposait Riemann. Donc c'était une erreur quand même assez colossale, ce qui n'enlève absolument rien au génie de ce grand scientifique. Néanmoins, Riemann identifie un problème clé, qui est le problème de Riemann, qui est de comprendre l'évolution ou la solution correspondant à un choc pur. Qu'est-ce que c'est un choc pur? C'est un point de discontinuité, on est en dimension 1, un point de discontinuité, à gauche de ce point de discontinuité, que vous pouvez toujours appeler 0, à gauche vous avez un état constant comme condition initiale, et à droite un autre état constant, mais bien entendu ils sont différents. Et la question donc sur ce choc pur est de savoir comment ce choc se propage. Bien, alors ça c'est effectivement un problème absolument fondamental. Pourquoi? C'est relativement facile à comprendre pourquoi effectivement Riemann identifie le vrai problème. D'abord, si on s'intéresse aux discontinuités et ce qui se passe dans la propagation, il faut certainement comprendre ce cas-là, c'est le cas pur. Mais au-delà de ça, c'est que c'est d'une certaine manière comprendre, en tout cas localement en temps, l'évolution de ce qui peut se passer pour à peu près toutes les solutions. À partir du moment où on pense, où on sait, que les solutions sont à variation bornée. Alors, je reviendrai sur mon équation dans un petit instant, mais il est pas mal de garder ça en tête. Pourquoi? Si elles sont à variation bornée, bien, grosso modo, ce que l'on sait, c'est qu'à part des ensembles tout petits, localement, on va être dans des situations où on a une discontinuité et deux états et je dirais deux limites à gauche et à droite. Bon, pas vraiment des constantes, mais grosso modo, au lieu d'avoir quelque chose qui est comme ceci, une pure discontinuité, localement, pour une fonction BV, vous allez avoir assez systématiquement quelque chose comme ceci. Et donc, localement, vous voyez que si vous comprenez ce qui se passe avec deux états constants et un saut, eh bien, vous allez comprendre l'évolution en temps court, en tout cas, autour de ce point-là de la solution du système. Donc, il y a un aspect un peu générique pour comprendre, en tout cas, l'évolution locale. Bien, ça c'est le premier argument. Un deuxième argument, c'est que ça s'est révélé absolument fondamental en analyse numérique, en calcul scientifique, que ça soit parce qu'on se sert de solvers de Riemann ou de exact ou approché. Et c'est d'ailleurs, j'ai jamais fait une analyse propre des indices de citation de Riemann, mais je ne serais pas surpris que Riemann soit de nos jours beaucoup plus cité à cause de la CFD, Computational Fluid Dynamics, qu'à cause de toute autre découverte mathématique qu'il ait pu faire, vu
vu l'ampleur de la communauté qui travaille sur ces questions-là. Et pourquoi c'est très naturel du point de vue du calcul scientifique, c'est que vous discrétisez l'espace, vous avez, mettez en dimension 1, vous faites une discrétisation de la droite, donc vous avez des petits segments, par exemple, de même taille, et bien entendu, les solutions, elles vont être assez naturellement constantes sur chacune des mailles. Et donc, lorsque par itération temporelle, sur le pas de temps suivant, vous voulez comprendre, vous avez ici un point de discrétisation, vous avez un état ici, un autre état là, et puis éventuellement un autre point de discrétisation, et que vous voulez faire évoluer les valeurs et votre schéma numérique, bien vous voyez que si vous savez résoudre localement en temps, vous savez résoudre ces problèmes-là, eh bien, vous êtes en train de pouvoir construire un schéma numérique. Donc, en fait, vous pouvez lire pratiquement tous les schémas numériques sur les équations hyperboliques comme contenant, comme ingrédient essentiel, un solveur de Riemann. Donc, voilà pourquoi c'est un solveur de Riemann, qu'il soit exact lorsqu'on peut écrire exactement les solutions ou approcher. Donc, voilà pourquoi cela joue un rôle extrêmement important. Donc, je n'ai réalisé que depuis... la dernière fois qu'on s'est vu, je n'ai réalisé que récemment qu'on pouvait quand même se poser exactement le même genre de questions sur ce type de système hyperbolique dont on aimerait comprendre le comportement global. Et donc, question, c'est est-ce que les problèmes de Riemann peuvent être résolus pour cette équation-là? Et la réponse est oui. Et donc, je vais vous montrer comment ça marche. Alors, on est donc dans Rn, hein, x varie dans Rn, on n'est plus en dimension 1. T est positif et on prescrit une condition initiale sur Rn. Bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'analogue du problème de Riemann? Donc, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'on va avoir deux états constants séparés par un hyperplan. Bien. L'hyperplan, je peux toujours le prendre x1 égale à 0 parce que cette équation est invariante par rotation. Donc, attention, hein, vous faites une rotation en espace et vous faites la rotation transposée, l'inverse de la rotation sur les U, pour que ça reste bien une solution de l'équation. Donc, par l'invariance, eh bien, vous avez juste à comprendre la situation où U0 est donné par, donc je vais mettre l'hyperplan x1 égale à 0. Ici, vous avez un certain vecteur, je ne sais pas, je vais l'appeler A, et ici un vecteur B, A dans Rn, et B dans Rn. Voilà ma condition initiale. Question, c'est y a-t-il une notion de solution? Y a-t-il une solution de ce problème-là? Et on se doute bien que le problème risque d'être beaucoup plus un problème de la définir de manière stable, c'est-à-dire en particulier comme limite du problème dans lequel on rajouterait un terme de viscosité, c'est-à-dire un epsilon laplacien U. Et la réponse est oui, et c'est en fait un cas particulier de ce que je vous ai déjà raconté comme situation où on sait construire globalement des solutions faibles, stables par approximation, par rajout d'un terme de viscosité. En effet, vous observez, première remarque, vous observez que cette condition initiale ne dépend que de x1. Et donc, rien ne vous empêche de chercher une solution qui ne dépende que de x1 et de t. Si vous rajoutez un epsilon laplacien, eh bien vous aurez unicité de la solution, existence et unicité de la solution, et donc en particulier, vous saurez qu'au niveau approché, ça ne dépend que de x1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'une ne dépend que de x1? Ça veut dire que vous avez d'abord la première composante, donc petit u qui est u1, qui vérifie du sur dt, en tout cas formellement, u du sur dx égale à 0. Bien. Et puis, vous avez d'autre part le reste des composantes, donc que je vais baptiser V. Donc V, ça sera U2, UN. Et pour chacune des coordonnées de V, eh bien, vous avez l'équation avec le transport par U. Bon, mais là, on est exactement dans la situation où, comme U est maintenant unidimensionnel, on peut se servir de l'équation d'Hamilton-Jacobi, c'est automatiquement un gradient.
ou des solutions entropiques. Donc U solution entropique, c'est aussi U égale dφ sur dx, où φ est la solution de viscosité de l'équation d'Hamilton-Jacobi. Et ensuite, on a une équation de transport qui est propagée avec un champ de vecteurs qui est justement donc, ce champ de vitesse. Et on sait que, je vous avais expliqué, que chaque fois qu'on avait une solution comme ceci de l'équation d'Hamilton-Jacobi, grâce à la semi-concavité, on avait l'unicité du V. Bon, voilà. Donc, l'unicité du V et la stabilité par rajout. Donc, je pourrais m'arrêter là, mais je voudrais juste vous montrer à quoi ce genre d'objet ressemble. Alors, donc, en dimension 1, on a maintenant une condition initiale qui est donnée. Le petit U0, c'est en x égale à 0. Il y a une discontinuité, et puis vous avez une première constante à gauche, à 1, et une deuxième constante à droite, B1, qui sont évidemment les premières coordonnées des vecteurs A et B. Alors, il y a deux cas de figure, trois cas de figure, pardon, enfin, le cas de figure où A1 est inférieur ou égal à B1, alors là, il n'y a pas grand-chose à dire, parce qu'en plus, c'est un cas où il va y avoir, le choc va disparaître, parce que vous avez une donnée initiale qui est croissante. Donc ça, c'est le cas vraiment simple, régulier. Régularité pour T strictement positif. Et typiquement, ce que vous avez, c'est une jonction. Enfin, quand je parle de régularité, je parle de lipschitzianité pour T strictement positif. Parce que typiquement, ce que vous allez avoir, c'est la création d'une pente. Donc, si on a quelque chose comme ceci, vous allez avoir typiquement en temps strictement positif, la solution va ressembler à quelque chose comme ceci. Alors donc ça c'est le cas simple où A1 est inférieur à B1, et le cas où le choc se propage et se propage dans une ligne droite à une vitesse constante, eh bien ce cas-là c'est le cas intéressant où A1 est strictement plus grand que B1. Alors dans ce cas-là on sait résoudre absolument explicitement, on sait construire explicitement cette solution. Il s'agit uniquement de trouver la pente de cette droite. Donc si maintenant on met le plan XT, donc typiquement vous allez avoir une certaine droite avec une certaine pente ici, une certaine vitesse, et là vous aurez l'état A1 et ici vous aurez l'état B1. Et le V est quelque chose d'explicite par rapport à 1 et B1. Je ne sais plus ce que c'est exactement. Je crois que c'est un demi de 1 plus B1 sur 2, 1, ou quelque chose comme ça. Mais je ne veux pas le garantir. Ça se calcule très facilement, justement, en vérifiant que c'est une solution conservative de l'équation. C'est ça qui détermine la vitesse. Vous voyez bien que si c'est une solution conservative, dans la dérivée temporelle, en ce point-là, vous avez une certaine masse de Dirac, vous avez une autre masse de Dirac, et il faut qu'elle s'égalise. Et ça vous fait un calcul qui est très simple. Donc il y a un B1 moins A1. Je crois que c'est un demi de A1 plus B1, la bonne réponse. Il me semble, mais je mets un point d'interrogation, ça n'a vraiment aucune espèce d'importance. Mais pour que vous voyez comment ça marche, comment les solutions se construisent bien, je vais prendre un cas très très particulier, qui est en fait le cas général, modulo quelques changements de repères, une transformation galiléenne et des retranchements de constantes et des dilatations. C'est le cas où A1 est égal à plus 1, par exemple, et B1 est égal à moins 1. En fait, il se trouve que c'est le cas général après à quelques transformations près. Transformation, vous pouvez jouer sur les changements de repères, etc. Bon, bref, je n'en dis pas plus. Alors, dans ce cas-là, c'est très agréable parce que dans ce cas-là, la solution, le choc ne bouge pas. Donc, moins 1 plus 1 est un état stationnaire. Plus 1 moins 1 est un état stationnaire, tout simplement parce que le carré de plus 1 et de moins 1, ça vaut c'est 1. Donc, du point de vue du carré, ça fait 0. Le d sur dx de u carré, ça fait 0, et donc, comme ça ne bouge pas, le du sur dt vaut 0, vous avez bien une solution d'équation, et c'est la bonne. Alors donc, ça c'est votre U1 pour tout temps.
Hein, on a un U1 de x qui est indépendant du temps dans ce cas-là. Et alors maintenant, si vous prenez une autre composante, le V, qu'est-ce que vous avez? Vous avez donc dV sur dt. Pour x négatif, en tout cas, on va voir si on a besoin de se faire du souci. dV sur dt, mais comme il y a unicité de la solution, si je la construis comme ça par morceau, je sais que ça sera la bonne solution. Par morceau régulier. Donc dV sur dt à gauche, ça sera donc plus dV sur dx pour x1, où x strictement négatif, x et x1, et pour x1 strictement positif, dV sur dt moins dV sur dx égale à 0. Bon, ben ça se résout explicitement. Ça veut dire que vous avez que V est égal à, et là où ce sont des états qui sont plus généraux que simplement deux états constants, eh bien vous avez la condition initiale V0 de x moins t pour x négatif, et vous avez, comme pour x positif, V0 de x plus t. Et ça, c'est parfaitement défini. Et vous voyez que si x est négatif, x moins t reste du côté négatif. Donc, vous ne voyez que la partie régulière à gauche. Tandis que si c'est x plus t et que x est positif, x plus t est toujours du côté positif. T est positif. Et donc, vous voyez la partie régulière à droite. Donc, si vous avez même plus généralement deux états réguliers de chaque côté d'une discontinuité pure, ça marche. Voilà comment, voilà la solution, effectivement, se construit comme ceci. Avec donc simplement, si vous avez un état, des états qui sont non constants, l'amplitude du saut qui varie en 0. Puisque ça va être le saut entre ces deux valeurs, V0 de moins t et V0 de plus t. Si les états sont constants, ça veut dire que la solution elle ne bouge pas. Et si les états sont modulés, eh bien vous avez un saut qui est un peu plus important. Alors, c'est intéressant, puis on apprend pas mal de choses. On voit aussi qu'on a une estimation BV dans ce cas-là. Hein. On garde l'aspect BV. Donc, qu'est-ce qu'on déduit de tout ça? On déduit que, en fait, si on a un état avec une discontinuité pure, deux états constants de chaque côté, et c'est d'ailleurs des états modulés régulièrement de chaque côté, c'est pareil. Tout ce que je viens de raconter serait exactement pareil. Eh bien, on voit qu'effectivement, le problème est bien posé à un certain sens, avec donc la première composante qui est solution entropique ou dérivée de solution de viscosité, et les autres composantes qui sont transportées par cette première composante, et que ça marche bien, et que vous avez aussi une estimation BV. Donc, encore un petit argument de plus pour dire que dans cette équation-là, il pourrait y avoir, mais je ne sais pas comment le faire, il pourrait y avoir des notions de solution faible globale en toute généralité, en dehors des régimes de solutions régulières qui ont été précédemment plus ou moins identifiés. Hein, si vous voulez, un critère simple, c'est composé de deux objets, composé de deux conditions initiales. Condition initiale qui est la composée de deux applications monotones il existe une unique solution régulière pour cette équation-là. Et ça semble être le cas général que l'on peut identifier sur cet exemple très particulier. Donc j'arrête sur cette équation. Je voulais en tout cas vous signaler ceci, qui présente un certain nombre d'intérêts. C'est d'abord, si on pense qu'on garde des estimations BV, comme on l'a d'ailleurs démontré en dimension 2 en toute généralité, une estimation BV pour cette équation, on sent bien que on peut commencer à écrire des schémas numériques basés sur ces problèmes de Riemann. Bien, on sait comment les résoudre et donc on est ramené à des situations que l'on maîtrise du point de vue numérique. Et moi personnellement, je suis convaincu, en tout cas déjà pour commencer en dimension 2, qu'il existe une bonne notion de solution. Cet argument, l'estimation BV plus ce problème de Riemann, achève de me convaincre que là c'est pratiquement une conjecture, même si j'aime pas faire les conjectures. Une dimension plus grande, j'ai encore un petit doute, mais c'est quand même troublant de voir autant de structures se mettre en place sur cette équation-là. Donc maintenant, j'arrête vraiment l'analyse de ce cas particulier, de ce cas que je voulais vraiment analyser autant en détail, parce que si on veut faire des choses
plus sophistiqué, on a quand même intérêt à comprendre ce qui se passe dans ce cas particulier, et reprendre en tout cas tout ou partie de ce que je fais précédemment pour des équations beaucoup plus générales. Donc, deuxième temps dans le cours, je garde toujours une fonction inconnue comme ceci, mais je vais maintenant introduire des objets beaucoup plus généraux. Bien. Alors, ceci est, je vais préciser les notations donc, tout de suite. J'aurais pris un peu de craie. Alors, là-dedans, qu'avons-nous? Nous avons d'abord un problème avec une condition initiale, U0 de x, dans Rn. Excusez-moi, je préfère utiliser D maintenant. Donc, U0 sur RD. L'équation qui est au-dessus, c'est toujours pour x dans RD et t positif ou nul. U0 va de RD dans RD, donc U prend ses valeurs dans RD. Et les f et les g, c'est deux fonctions qui sont donc définies sur R2D à valeur dans RD. Et donc, coordonnée par coordonnée, vous avez une équation de transport avec le même champ de vecteurs qui dépend de U et un second membre qui également dépend de U et de X. Bien. Donc, voilà le problème général. Donc, ceci contient, et contient d'ailleurs de manière stricte, premièrement, ça sera une introduction, contient de manière stricte les MFG pour un espace d'état discret sur un espace fini. Et si vous voulez voir aussi un rapport avec les équations d'Hamilton-Jacobi, et l'intersection, c'est valable que entre un gradient d'équation d'Hamilton-Jacobi et les MFG, il y a une intersection, mais elle est très limitée en type d'équation. Et ça contient donc aussi les gradients d'équations d'Hamilton-Jacobi, et je vais maintenant l'expliquer, même si ces deux inclusions ont elles-mêmes une intersection, mais sont très loin. C'est en fait, l'intersection est toute petite par rapport au MFG. Alors donc, si je prends une équation d'Hamilton-Jacobi, dφ sur dt plus h de x et de gradient phi égale à 0, et que je regarde l'équation satisfaite par u égale gradient phi, donc qu'allons-nous obtenir? Nous allons obtenir du sur dui sur dt, je vais maintenant écrire des composantes. Je vais avoir un dH sur dp alpha, et ici d2 alpha i phi, peu importe dans l'ordre dans lequel j'écris les dérivées, puisqu'il s'agit d'une dérivée seconde, et c'est donc symétrique par rapport à ces deux indices. Le fait que je répète l'indice alpha veut dire que j'ai une sommation sur tous les alphas de 1 à d. Et bien entendu, j'ai au membre de droite un moins dh sur dxi de x et de gradient phi qui n'est rien d'autre que u. Et donc, lorsque je prends le gradient d'une équation d'Hamilton-Jacobi, j'ai deux équations possibles, suivant que je décrète que ceci, c'est d alpha ui ou di u alpha. Et la bonne équation ici, c'est de dire que de prendre d alpha ui. L'autre équation, qui est di u alpha, est une équation conservative, mais ce n'est pas le même problème et ça n'a pas les mêmes propriétés mathématiques. Ça confère ce qu'on avait déjà vu l'an dernier. Donc, vous voyez maintenant que le F, c'est dH sur dP, et que le G, c'est dH sur dP, et que le G, c'est moins dH sur dx. Donc, vous voyez déjà qu'à cause des équations d'Hamilton-Jacobi, il est naturel d'avoir un F et un G. Pour les équations de type MFG, il est naturel d'avoir un F et un G. Je rajoute également le fait que, donc si ça c'est un certain nombre de remarques préliminaires, je rajoute également le fait qu'on peut être amené à rajouter plus éventuellement des termes de dérivée seconde, dans l'équation
qui sont elliptiques et pour les MFG, ça c'est très important, dégénérés. Bien. Alors donc ça c'est le problème de base et on va essayer de comprendre un tout petit peu en reprenant un certain nombre d'éléments clés. Donc vous vous souvenez que lorsqu'on travaillait sur l'équation avec U, bon ben on va faire des choses sans se fatiguer ce matin. Donc qu'est-ce qu'on avait mis en place ? On avait mis en place le fait que, en tout cas localement en temps, on peut construire une solution par la méthode des caractéristiques. Je vais expliciter cela. Et d'ailleurs, faire le lien avec des systèmes forward-backward. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on avait vu qu'en tout cas, lorsque U était inversible, le passage à l'inverse permettait, dans le cas U gradient U, d'obtenir des solutions explicites. Alors évidemment, cela va disparaître ici, mais ce sera intéressant de voir quel est ce principe de symétrie ou de dualité par passage à l'inverse sur cette équation-là. Le troisième point, c'est qu'on avait vu que, même s'il fallait faire un tout petit peu attention, qu'on avait considérablement agrandi la classe de solutions régulières par composition, dans le cas U gradient U, même si la composition en dehors des solutions régulières peut être considérée, peut être quelque chose d'un peu dangereux. Ça, c'est ce qu'on avait vu aussi, c'est que par composition, en regardant même en dimension 1, par composition, on pouvait avoir plusieurs flots qui correspondent à des régularisations différentes du problème. Un flot conservatif et un flot non conservatif. Alors, le flot non conservatif était à prescrire, donc attention, qu'est-ce que quand on dit définir globalement une solution, il y a une régularisation qui a été choisie et implicitement dans tout ce que je dis, si je dois choisir une régularisation, c'est toujours de rajouter un epsilon laplacien. Ce qui pose d'ailleurs une question, puisqu'on a des termes dégénérés pour MFG, donc là aussi, il y aurait besoin de rajouter un epsilon laplacien si on voulait définir globalement une solution faible. Bon. Je passe ça sous silence, mais donc, qu'est-ce que c'est la géométrie des compositions là-dedans, hein? Comment ça marche, les compositions? On a une équation plus compliquée, et il faudra s'y arrêter, même en regardant des cas simples. Donc ça, c'est le programme pour aujourd'hui, tous ces éléments, et si j'ai un peu de temps, je reprendrai quelque chose qui est vraiment une reprise du passé, qui est la propagation de la monotonie pour de telles équations. Et après, on commencera vraiment à travailler sur quand est-ce que l'on peut obtenir des solutions régulières globales. Étant entendu que l'existence de solutions faibles, eh bien, on a des résultats, je les citerai, mais l'existence de solutions faibles, tant qu'on n'a pas résolu le cas le plus simple qui est U grade U, ben on est quand même mal barré pour résoudre ce cas-là. Donc, simplement, on a des cas particuliers du style de celui-ci. Donc voilà, grosso modo, le programme. Ça va nous prendre pas mal de séances parce que les estimations, a priori, là-dessus, il y aura des petites surprises et il y aura des choses réellement à comprendre. Avec des estimations qui sont pas simples si on veut qu'elles soient robustes par ajout d'opérateurs elliptiques dégénérés. Bien. Donc ça va nous prendre du temps et je vais le faire doucement, sans me presser. Alors donc le premier point, je rembobine, je reviens en arrière et je dis donc que le premier point que je vais aborder maintenant, c'est vous parler donc de la méthode des caractéristiques. Alors la méthode des caractéristiques, je vais introduire brutalement le système caractéristique et on va comprendre pourquoi c'est le bon. Bien, le système caractéristique, c'est x point égale f de x et de u, et u point est égal à g de x et de u. On part avec une condition initiale qui est un petit x et un u0 qui est la condition initiale en ce point-là. Donc attention aux notations. Là, quand j'écris ce système, je suis en train de résoudre un système de 2D équations différentielles ordinaires avec des conditions initiales qui sont pour le premier paquet x et pour le deuxième paquet u0 de x. Donc là-dedans, x et u sont simplement des fonctions du temps. Donc j'utilise la même notation u
pour le deuxième bloc de coordonnées de ce système d'équations différentielles ordinaires, mais il ne s'agit pas de la même chose qu'une fonction de x et de t. Ça n'a rien à voir. Alors, d'ailleurs, au passage, observez que si vous êtes dans le cas particulier de Hamilton-Jacobi et que vous regardez f et g ici, donc le f c'est dh sur dp, le g c'est le moins dh sur dx, et là ce que vous avez c'est le système hamiltonien associé à l'hamiltonien h. On reconnaît le système hamiltonien classique et c'est tout à fait normal. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Et donc, ça correspond à la construction de solutions des équations de Hamilton-Jacobi par la méthode des caractéristiques. Donc, ça remonte au XIXe siècle, ça, fin du XIXe siècle. Bien. Alors, donc, dans ce cas très, très particulier. Alors, quel est le rapport entre ces systèmes d'équations différentielles ordinaires et l'équation? Bien, le rapport, c'est que formellement, U de t, on s'attend à ce que ce soit la solution à l'instant t et au point x de t, donc en ce point caractéristique. Donc on est en train de bâtir, en suivant les caractéristiques en forward, comme ça, en le temps avançant, on est en train de bâtir ce qui devrait être la solution le long de la caractéristique. Alors, bien entendu, si on veut vraiment avoir défini la solution le long des caractéristiques, ben, il faut être sûr qu'on est en train de définir la solution en ce point-là de manière unique. Et donc, il ne faudrait pas qu'on ait une première trajectoire partant d'un x1 qui passe par ce point-là que j'ai appelé z, donc ça c'est mon x1 de t, ça c'est l'évolution au cours du temps, mais que j'ai une autre caractéristique partant d'un autre point qui aboutisse au même point z, parce que j'aurai deux valeurs possibles correspondant à ces deux systèmes. En général, il n'y a pas de raison que si les deux trajectoires se croisent, il n'y a aucune raison que l'on ait, comme on a eu deux conditions initiales différentes, il n'y a aucune raison que les valeurs coïncident. Et donc, si d'aventure les trajectoires, ou plus exactement, la partie en x des trajectoires associées à ce système différentiel à un moment donné se croisent et on ne sait plus comment bâtir la solution. Et grosso modo, vous avez deux valeurs, une héritée de ce point et l'autre héritée de ce point-là. Et là, vous avez une marche d'escalier, un choc qui correspond au fait qu'on ne sait pas quelle valeur prendre. Donc tout ceci, ce sont les arguments classiques de méthode de caractéristique qui s'appliquent à des thèmes comme ceci. Et donc la réponse, c'est qu'on aura bien défini, U est bien défini sur un intervalle 0, t0, tant que, et j'écris les choses de manière, tant que l'application qui à x donne x de t, que cette application est, disons, au moins one-to-one, comme diraient les Américains, ce qui est très pratique parce que c'est pas très précis. Donc, en français, on dirait un difféomorphisme de classe C1, c'est-à-dire quelque chose qui est bijectif et d'inverse C1. Non, la régularité, ce n'est pas le point important, c'est certainement l'aspect que ce soit bijectif. Je vais tout de suite préciser qu'en tout cas, en ce qui concerne les données, les f et g, je vais toujours les supposer réguliers. Que le U0, je vais au moins toujours le supposer borné, le plus souvent régulière. Quand j'aurai envie de faire des choses non, la donnée initiale, quand j'aurai envie de faire des choses non régulières, je le dirai. Borné, c'est pour être sûr qu'il n'y a pas de souci particulier. Et je vais supposer que les f et g qu'on a des bornes sur f du style f en norme se majore par c fois 1 plus la norme de u, donc la croissance au plus linéaire en u, et même chose pour g d'ailleurs.
On ne va pas s'embêter. Donc, de sorte que les comportements à l'infini ne seront jamais un problème. On peut toujours ensuite s'amuser à compliquer, à regarder d'autres comportements. Essayons déjà de bien comprendre ce cas très particulier. Donc, vous voyez que ça, c'est une inégalité qui est uniforme en x, avec une croissance au plus linéaire en u. Donc, c'est borné en x. En d'autres termes, f divisé par 1 plus u par 1 plus la norme de u, et g divisé par la norme de 1 plus u, 1 plus la norme de u sont des fonctions qui sont supposées bornées sur R de D. Bon. Donc ça permet de ne pas avoir à se faire trop de soucis sur les aspects globaux, comportement à l'infini. Si on sait inverser localement, alors on a des difféomorphismes globaux. Tout ceci, il faut faire un peu attention. Mais je mets toutes ces difficultés-là, entre guillemets, sous le tapis, en me concentrant dans ce cadre-là. Alors, tant que c'est une opération qui est effectivement bijective, un bon difféomorphisme, là, il n'y a pas de problème. En tout cas, on définit une fonction u par cette règle-là. Je peux enlever les guillemets. On définit un u de x et de t partout, en tout cas pour tous les temps inférieurs à t0. On définit un u et ce que prétend la méthode des caractéristiques, c'est que ce u-là est bien la bonne solution, est bien la solution, en tout cas une solution régulière et la solution, parce que la démonstration qui permet de vérifier que c'est une solution, c'est pratiquement aussi une démonstration d'unicité. Alors, la démonstration n'est pas très compliquée. Qu'est-ce que l'on fait? On va vérifier. On va simplement écrire qu'est-ce que c'est. J'écris la dérivée totale de u de x de t et de t, en observant que, bien, si je fais ça, j'obtiens donc du sur dt plus, donc mettons des coordonnées, comme ça on sera un peu plus sûr de ce que l'on raconte, eh bien, plus x alpha point d alpha, ou d sur dx alpha, de ui, et que tout ça, c'est écrit au point x de tt. Et donc, je récupère d'une part que ceci, c'est bien dui sur dt, x alpha point, c'est quoi? C'est f, grade ui, le tout au point x de tt. Ça, c'est bon. Et quant à, si j'ai défini ui de x et de t comme étant justement ui de t, eh bien c'est ui point. Je continue de l'autre côté. Et ui point, c'est gi de x de t et de t, d'après la deuxième partie de cette équation-là. Et donc, vous voyez que la moralité, c'est que vous avez bien d plus f grade u égale g, en tout cas pour la ième coordonnée, c'est-à-dire exactement l'équation, mais vous l'écrivez à un instant t quelconque sur 0t0, ça c'est bon, et au lieu de l'écrire au point x, elle est écrite au point x de t. Donc, le système différentiel qui est là vous dit que l'objet que vous avez construit par la méthode des caractéristiques résout l'équation en tout point x de t. Mais si c'est une opération bijective, c'est en tout point. Donc vous avez effectivement construit une solution de l'équation, et vous voyez d'ailleurs l'unicité, c'est que si vous prenez une autre solution de l'équation, vous écrivez ici v de xt, et vous voyez bien que vous avez la même valeur automatiquement par ce système différentiel. Donc, la moralité de la chose, c'est que tant que U est bien défini par ce processus-là, c'est-à-dire tant que vous avez un bon difféomorphisme, eh bien, vous avez trouvé une unique solution qui se trouve être régulière du problème de départ, en tout cas sur l'intervalle de temps 0t0. Bon, tout ceci est ultra classique, pas exactement dans ce formalisme-là, mais c'est vraiment une variante immédiate de formalisme extrêmement classique.
Donc il existe une unique solution tant que, effectivement, on a un tel difféomorphisme, mais vous voyez bien qu'un tel difféomorphisme, par continuité, au démarrage, l'application est l'application identité. Cette application identité, vous allez la déformer par la résolution d'un système différentiel, mais ça, il n'y a pas de problème, c'est des choses qui se vérifient facilement. On obtient donc que par la régularité de f et g, on sait démontrer qu'il existe un T0 maximal, c'est-à-dire qui est éventuellement infini d'ailleurs, hein. C'est-à-dire qu'on va préserver, par exemple, que le jacobien est en tout point strictement positif, hein, il part de 1, de la transformation, que le jacobien, tant qu'il reste positif, j'appelle ce temps-là T0. On écrit, on a une équation pour le jacobien, peu importe, on a une certaine évolution, c'est une fonction continue du temps, et bien T0, c'est le premier temps où le jacobien, en un certain point x, où l'inf du jacobien sur tous les x dans RD, eh bien cet inf devient 0. Tant qu'on n'a pas ceci, on a un jacobien qui est uniformément strictement positif sur RD, et c'est ça qui assure le difféomorphisme global. Bon, je saute beaucoup d'étapes, mais ça n'a vraiment aucun intérêt. C'est la méthode des caractéristiques classiques, il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Donc on sait qu'il existe un intervalle de temps maximal qui est strictement positif, et en général fini, puisqu'en général, on a des chocs qui apparaissent, confèrent les cas particuliers que l'on a vus. Donc, j'en ai déjà trop dit sur la méthode des caractéristiques. Construction d'une solution. Donc, la première chose qu'on apprend sans se fatiguer, c'est qu'il y a une unique solution de ce problème-là sur un intervalle de temps maximal qui est en général fini, dépendant de la condition initiale. Bon, rien de très nouveau là, je n'en dis pas plus. Alors, vous pouvez peut-être vous poser quand même une question. Une question à ce moment-là, c'est que ceux qui, et beaucoup d'entre vous, sont d'une très grande fidélité par rapport à mes cours, et un certain nombre donc d'entre vous, vous vous souvenez que lorsque je parlais de MFG, ça a été très longtemps, et c'est toujours régulièrement, ça réapparaîtra certainement à la fin du cours, des systèmes d'équations dérivées partielles dans lesquels vous avez une composante qui décrit une équation de style diffusion en temps positif, c'est-à-dire le temps s'écoulant en croissant, et tandis que l'autre inconnu scalaire résout une équation également de diffusion enfin plus ou moins parabolique, le tout non linéaire, mais qui s'écoule en temps rétrograde. Et que, en revanche, là, j'écris des équations de MFG où il y a des conditions initiales. Donc, quel rapport? Alors, le rapport au niveau abstrait l'an dernier, je l'avais expliqué en expliquant que c'était en fait une intégration partielle le long des caractéristiques. Si on est en dimension finie, il va rester plus que l'intégration partielle le long des caractéristiques, ça devient l'intégration le long des caractéristiques. Donc si on se souvient vaguement de ce que j'ai pu raconter les autres années, on se dit que la méthode des caractéristiques ou un formalisme aux deux bouts de type MFG, il doit y avoir des rapports. La réponse est oui, c'est simplement une réécriture. Donc je voudrais faire cette réécriture pour que tout le monde soit au clair là-dessus. Vous allez voir que les MFG, c'est d'une certaine manière la possibilité de se servir de la méthode des caractéristiques pour construire la solution en un point, ponctuellement. Alors évidemment, si on le fait en tout point, les deux points de vue sont totalement équivalents. Grosso modo, la méthode des caractéristiques vous permet de construire la solution en un point, en ce point x de t à l'instant t. Mais ce point x de t, vous ne savez pas ce qu'il est. Vous le découvrez en résolvant le système différentiel ordinaire. Et là, vous n'avez pas de contrainte pour résoudre le système différentiel ordinaire. Maintenant, supposez que vous vouliez fixer ce point-là. Dire, OK, j'ai une EDP, mais éventuellement, c'est en dimension 20, et cette EDP en dimension 20, je ne sais absolument pas comment la résoudre numériquement.
Donc on peut se dire, c'est quand même assez tentant de se dire, ok, je suppose que je suis dans une situation où il n'y a pas de souci avec les caractéristiques, et moi ce qui m'intéresse, c'est de trouver la solution en un point. Comment je fais si je ne veux pas résoudre toute l'équation différentielle? Alors c'est très simple. Je vais baptiser x de t égale z. Donc on veut construire donc lien MFG. Une autre manière, bon, non, remarque. Des MFG, c'est une observation triviale générale. Donc remarque. Vous fixez un temps et vous fixez un point Z. Et vous posez la question, je voudrais construire U de t et de Z directement. Eh bien, vous savez ce que vous devez faire. Vous prenez ce système différentiel ordinaire, x point égale f de x et de u. Vous voulez le résoudre sur 0t. D'ailleurs, on va tout de suite mettre u point égale g de x et de u, ça coûte pas cher. Mais vous allez fixer, au lieu de fixer une condition initiale sur grand X, vous allez fixer une condition finale sur grand X. Vous allez dire grand X de t égale z. Et donc ça, c'est une équation rétrograde, ce premier bout. Et maintenant, pour U, bah oui, mais vous avez quand même une condition initiale dans le problème. Et donc, U en 0, là vous fixez pour U, hein, c'est mes notations traditionnelles, et je fais toujours le sens qui avance dans le temps pour l'équation en U. U, c'est la partie décisionnelle dans les systèmes de MFG, et X, c'est la partie dynamique de la densité. Donc, j'ai une équation rétrograde sur le bout X, et en revanche, j'ai une équation qui avance en temps en U, et c'est un U0, vient de grand X en 0 que je ne connais pas. Donc ça lie les deux inconnus en 0. Bon, ben voilà, donc, et ça ressemble beaucoup, c'est un système vous pouvez l'appeler un système de MFG, à part que je n'ai pas dit que le F, il y avait un problème de contrôle optimal. C'est simplement une relecture de la méthode des caractéristiques en disant, si je veux construire quelque chose en un point, j'ai en fait un problème aux deux bouts à résoudre. Il y a encore une difficulté, ça ne devient pas gratuitement, il y a un problème de point fixe, mais vous changez le point de vue. Vous changez le point de vue, vous résolvez un système différentiel avec une équation, une condition finale et une condition initiale. C'est un problème aux deux bouts, et ça, c'est un problème de point fixe, hein, grosso modo. Donc implicitement, c'est encore, c'est l'invertibilité de cette application au point Z qui est en train d'être étudiée. Mais vous pouvez isoler ça comme ça, oublier complètement l'histoire des difféomorphismes globaux, et si là, vous savez obtenir des solutions, ou une solution, c'est en tout cas le bon candidat pour U de t et de z, et voilà comment on peut écrire un système qui avance à la fois en temps positif et en temps négatif, et qui, lui, est l'analogue strict des MFG. Et ça, c'était le principe général, décliné en dimension finie, et même sur des équations un peu plus générales que les MFG, qui consiste à dire, j'ai une équation, je fais une intégration le long des caractéristiques, ou partielle le long des caractéristiques, et j'ai naturellement un système forward-backward. En temps positif pour des composantes et en temps négatif pour l'autre. Bon, ça c'est une remarque qu'il est bon de connaître. Et d'ailleurs qui au passage signale une autre manière de penser la méthode des caractéristiques. Hein, ce serait intéressant de voir si ça pourrait conduire à une autre manière de penser des schémas hyperboliques. Puisque là on est quand même en train de changer un peu le point de vue. Bien. Et que vous pouvez, là, ce que je viens de raconter là, vous pouvez le faire pour à peu près n'importe quoi, hein, y compris pour vos systèmes hyperboliques favoris, que vous pouvez toujours, d'ailleurs, plus ou moins glisser dans ce formalisme-là. Bon, je n'en dis pas plus, ça suffit sur la méthode des caractéristiques, et avec cette petite remarque totalement élémentaire, totalement évidente,
Si on y réfléchit 30 secondes. Bien. Alors, dans le programme que je vous avais indiqué, le point d'après, c'était le point correspondant à l'inversion. Donc, point 3, inversion. Au niveau des équations d'Hamilton-Jacobi, l'inversion correspond à la dualité, dualité des fonctions convexes. Tout simplement parce que lorsque vous prenez des fonctions duales, leurs gradients sont des applications inverses l'une de l'autre. De manière générale, et je reviendrai dans un instant là-dessus, lorsque vous pensez à des fonctions vectorielles comme ceci, pour ce genre de système, là où pour des fonctions scalaires au niveau d'équations d'Hamilton-Jacobi, les opérations de minimisation, d'addition, donc il y a fort longtemps, les gens appelaient ça, c'est les algèbres max plus, c'est les algèbres exotiques, où le plus et la multiplication, la multiplication sont remplacés par des opérations max plus. Bon, ça ce sont les opérations de base dans les équations d'Hamilton-Jacobi. Sur des équations vectorielles comme ceci, donc au niveau des gradients, il y a une opération de base qui est la composition. Donc c'est autre chose. L'addition, c'est remplacé par la composition, grosso modo, ou l'un fait remplacer par la composition. Donc il manque encore quelque chose, et je pense que derrière cette remarque un peu cryptique, il y a, je crois, la bonne piste pour comprendre l'évolution globale de ces équations. Et l'inversion, la composition, l'inversion, c'est précisément faire la soustraction. Donc l'inversion là-dedans c'est passer de x à moins x. C'est évidemment une opération qui est extrêmement naturelle. D'ailleurs, la régularisation de Yoshida, c'est une composition. C'est U rond I plus l'identité plus epsilon U moins 1. C'est-à-dire que toute la solution du problème, c'est une composition. Quand vous faites la méthode des caractéristiques, vous êtes en train de faire une composition. Donc les formules de construction, en tout cas de solutions régulières, ce sont des formules de composition. Là où c'était des formules de minimisation et d'addition pour l'équation d'Hamilton-Jacobi. Donc voilà pourquoi les questions d'inversion et de changement de variable, je les mets autant en avant même de commencer à démontrer des résultats des théorèmes. Parce que je pense que c'est vraiment les bonnes opérations structurelles qu'il faut faire là-dessus. Et que le reste, c'est de la technique mathématique. Ce qui me fait vivre, mais qui n'est pas forcément conceptuellement la chose la plus importante. Ça me fait penser à... Je vous ai déjà certainement signalé, et j'aime toujours le répéter, une citation célèbre de John von Neumann qui disait un jour les mathématiques, ça ne se comprend pas, on s'y habitue. D'accord ? D'ailleurs, c'est une phrase que l'on peut généraliser à beaucoup d'autres situations. Pardonnez-moi, Nicoletta, pour cette réflexion sexiste, mais certains ont déjà compris où je veux en venir. Mais on pourrait dire, pour nous les hommes, on pourrait dire exactement la même chose des femmes. Mais je rajouterais, on s'y habitue au mieux. Bon, pardon. Donc, excuse-moi de cette réflexion. Mais on peut généraliser, effectivement, au montage, tu supprimes ça. Donc, d'ailleurs, il y a une autre réflexion, c'était von Neumann, mais c'est une réflexion entendue une fois dans un amphi aux États-Unis, ça m'a été rapporté, et les étudiants américains sont beaucoup moins inhibés que les étudiants français pour poser les questions, puisque les professeurs ont 10 ans d'entraînement avant de commencer à faire des cours, à toujours rabaisser toute question, tout intervenant prenant la parole dans un cours, donc c'est quelque chose qui est considéré comme gravement impoli. Donc, blocage des Français, certainement pas blocage des étudiants américains. Donc, étudiants américains débarquant dans un cours de maths et disant aujourd'hui, il y aura, on va réfléchir un moment où il n'y aura que des maths.
Donc, je passe quelques minutes à réfléchir et puis après on fera des maths. Alors, donc, réflexion, c'est sur ces inversions et changements de variables, parce que de manière un peu vague, j'ai la conviction ou l'intuition que c'est le nœud de l'affaire. Dans tout ce qui reste à comprendre, ça va jouer un rôle. Alors, donc, en ce qui concerne l'inversion, de quoi s'agit-il? On va supposer que U est inversible, et ça, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, quel que soit t ou sur un certain intervalle de temps, vous avez compris, U est inversible de RD dans RD. Donc, vous fixez le temps et vous regardez U de t comme application de RD dans RD. Et on se pose la question, c'est quelle est l'équation satisfaite par V qui est U-1? Alors, dans le cas où G est égal à 0, F est égal à U, vous vous souvenez que ça devenait simplement V point égale identité. Donc, quand même quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire V de P et de T égale V0 de P plus T fois P. Et c'est ça qui donne le flot des approximations ou des régularisés de Yoshida. Alors, eh bien, ce que je prétends, c'est que l'équation que l'on récupère pour V, c'est dV sur dt plus G grade V égale F. Alors attention, hein, quand vous écrivez G et F là-dedans, c'est G, le X est remplacé par V et le U est remplacé par Y. C'est ça que vous avez ici. Et là, ce que vous avez ici, c'est un F de V et de Y. Et donc, propriété très agréable du point de vue de la symétrie de ces équations, c'est-à-dire que vous échangez le F et le G, et vous échangez à l'intérieur du F et de G, mais ça c'est évident, vous échangez le UX par... donc XU par VY, vous échangez l'ordre. De sorte que, effectivement, lorsque vous n'avez pas de G, vous avez une équation particulièrement simple. Hein. Et si f de V et f ne dépend que de la deuxième variable, vous avez un f de Y. Donc, ce sont des cas particuliers, j'y viendrai dans un instant. Donc voilà pourquoi c'est évidemment la bonne classe à regarder, hein, parce qu'elle est invariante par inversion. Ce qui n'est pas le cas d'un H de U pur ou des choses comme ceci. Alors c'est un calcul que j'avais fait dans le cas quadratique, ou plus exactement f linéaire en U, pas de dépendance, G égale 0. Je vais rapidement le reprendre, ou essayer de le reprendre, en disant que donc j'ai défini V de U de X et de T comme étant égal à X, de sorte que un gradient V, dV qui est une matrice fois du est égal à l'identité, ça vous le savez bien. Hein. La dérivée de la fonction inverse, c'est l'inverse de la matrice dérivée. Étant entendu que le du c'est au point x et que le dv c'est au point image, c'est-à-dire u de x et de t. Bon, là, absolument rien de nouveau. Et maintenant, j'ai différencié par rapport à x, je vais différencier par rapport à t. Donc, si je différencie par rapport à t, x, ça vaut 0. Et donc, attendez, excusez-moi, j'ai un t, un v dépend de t. Donc, v a deux variables. Une première variable qui est y, que je remplace par u de x et de t, et une deuxième variable qui est bien entendu le temps. C'est temps par temps, je choisis un inverse, et donc ça dépend du temps. Donc, quoi qu'il en soit, lorsque je dérive par rapport au temps, bien certainement, la dérivée de x par rapport à t, ça vaut 0. Je récupère donc le dv sur dt au point y, qui est de u de x et de t. On peut d'ailleurs écrire ça coordonnée par coordonnée, dvi. Ensuite, il faut que je dérive ceci par rapport au temps. OK ? Donc, si je fais ça, que vais-je écrire? Je vais écrire un d alpha de v. Et maintenant, je dois dériver
U alpha par rapport au temps. C'est-à-dire que je récupère ici, hein, bon, c'est pas très malin, je vais mettre un K ici, dUK sur dt. OK, maintenant je vais remplacer dUK sur dt par ce qu'il est au vu de l'équation. Donc l'équation, quelle est-elle? Donc ça fait dVi sur dt. Le UK, c'est un G, mais un G de quoi? Un G de X et de U. Et ça, c'est un GK. DKV, et c'est un DKVI, pardon. Ça, c'est le membre de droite pour l'équation en U. Donc ça, c'est censé être un U. Bien. Et j'ai également le terme qui est en moins F, qui est le F gradient U, que je mets de l'autre côté, qui est donc en moins F gradient U, et qui est donc un moins F alpha, d alpha de UK, dKVI. Donc j'ai simplement remplacé dUK sur dt, grâce à l'équation, par tous ces termes. Bon, alors maintenant, on regarde ça, mais qu'est-ce que ça, de quoi il s'agit? Ben là, vous retrouvez que c'est la matrice des dérivés en U multipliée par la matrice des dérivés en V, c'est la matrice identité, ça. Et donc, tout ceci, d'après la première relation, vous dit que ça, c'est delta alpha I. De sorte qu'au bout du compte, vous récupérez que dVi, dVi sur dt, alors donc, si vous voulez, c'est au point U de x et de t et de t. J'écris les choses de manière vraiment très très explicite pour qu'on n'ait pas de trouble là-dessus, plus g en quel point? En x et en U de x et de t, grade de V, le tout au point U de x et de t, est égal à quoi? Et donc ça c'est un I, est égal, eh bien est égal à, puisque c'est le moins FI, est égal, si je le fais passer à droite, à FI de x de x de t. Et maintenant, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que U de x et de t, c'est simplement un Y. Donc, un U de x et de t, c'est un Y. Ça, c'est Y. Ça, c'est Y. Ça, c'est Y. Et quant aux X, bah, X, si U de X et de T, c'est Y, X, c'est V de Y. Voilà, et donc vous avez effectivement démontré, en tout cas si c'était bien inversible, hein, je supposais que c'était inversible, vous avez bien démontré que cette équation avait lieu en tout point x de t, u de x de t et x, c'est-à-dire l'équation en y qui est là-bas. Donc voilà, un petit calcul élémentaire que j'ai déjà fait. Alors vous voyez bien entendu que ce calcul ne conduit pas dans le cas général à quelque chose qui soit résoluble explicitement, puisque le problème que vous obtenez sur l'inverse est de même nature que le problème de départ. C'est simplement la classe invariante d'équations par inversion. Donc vous voyez une dualité se mettre en place. Là encore, vous voyez qu'il y a des choses qui se passent de manière agréable, hein, que tout ça, ce n'est pas le hasard, et ça devrait jouer un plus grand rôle que l'on ne le fait jouer jusqu'à présent dans la compréhension mathématique de ces équations. Puisque notre compréhension est un peu limitée aux solutions régulières, ce qui est déjà pas si mal que ça. Voilà donc pour l'inversion. Je finis néanmoins en faisant une petite remarque sur le cas particulier. Le seul cas où on en déduise une formule, c'est que
dès qu'on a un champ de vecteurs ici, il va y avoir des intégrations en nom de caractéristiques, ça ne sera en général pas explicite. Donc, le seul cas où on puisse dire quelque chose de relativement explicite, donc remarque, c'est le cas particulier, l'exemple, où G est égal à 0, donc ça c'est déjà une bonne chose, ça laisse dv sur dt égale f. Alors éventuellement, ça c'est semi-explicite si vous avez un f de v et de y. Bon, ok. Mais ça le devient totalement si f ne dépend pas de petit x. Donc si vous supposez que f de x et de u ne dépend pas de petit x, ça veut donc dire que vous n'avez pas de dépendance en v dans cette équation, donc c'est même plus une équation différentielle ordinaire. C'est pas très compliqué lorsque vous avez un v, hein, c'est une équation différentielle ordinaire, c'est simplement semi-explicite modulo la résolution de cette équation différentielle ordinaire. Mais dans ce cas-là, ça devient très particulier puisque l'équation devient simplement dv sur dt égale f de y. Le cas particulier de l'identité, c'était le cas où f est égal à u, hein, ou égal à l'identité. Donc là, on retombe bien sur la formule qui dit à ce moment-là, de manière explicite, que v de y et de t au niveau de l'inverse, c'est un v0 plus t fois f moins 1. C'est v0 plus t fois f. Et que ce v0 plus t fois f, donc on obtient, pardonnez-moi, la formule, en tout cas tant que c'est inversible, tant qu'on peut passer eh bien, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez donc la formule u0 moins 1 plus t fois f moins 1. Bon, alors donc maintenant, hein, on a vu, ça permet de voir quelles sont les deux opérations. Hein. Il y a le plus qui est toujours là, et puis il y a la composition qui remplace l'af. Donc, pour les opérations vectorielles, je pense que c'est, en tout cas, dans ces cadres-là, ce sont les deux opérations avec lesquelles on peut travailler. Alors, sur la composition, c'est pour ça que la composée de deux applications monotones, c'est vraiment quelque chose de pertinent pour les équations précédentes et que vous allez voir dans les changements de variables ce qui se produit sur des solutions régulières, c'est très frappant. Alors c'est une sorte de régularisation entre guillemets de Yoshida généralisée avec un f quelconque. Bon, ça on peut le réécrire un tout petit peu autrement en factorisant u0 moins 1. D'ailleurs, je peux le factoriser à gauche ou à droite. Donc c'est u0 moins 1 fois l'identité plus t u0 rond f, le tout moins 1. Mais je peux aussi l'écrire, l'identité plus tf rond u0 moins 1. Lorsque f est égal à l'identité, ça change. C'est évidemment, il y a f rond u0, pardon, u0 moins 1, le tout moins 1. Et donc, vous obtenez ici i plus t u0 rond f moins 1, rond u0. Donc, à nouveau, hein, on voit bien ou celle que je préfère, u0 rond i plus t u0 rond f moins 1. Bon. Un jeu d'écriture, vous l'écrivez comme vous voulez, je vous donne les deux variantes, je préfère la deuxième. Bon. Même si... oui, je préfère la deuxième. Bon. Parce que là, on voit bien... mais enfin bon, peu importe, c'est vraiment un détail. Là, on voit bien plus la méthode des caractéristiques. Hein, c'est U0 en un certain point, mais bon. Je ne veux pas insister là-dessus. Hein. On s'attend à ce que la solution en un point, ça soit U0 à un autre point, mais l'autre point, il est là. Et ça, c'est la méthode des caractéristiques. Bon, donc voilà tout ce que je vais vous dire sur l'inversion. Remarque simple, mais là encore, qui... on pourrait développer, donc je ne vais pas le faire, mais il y a beaucoup de choses que j'ai faites avec f égale l'identité.
ou plus ou moins, pas basé sur cette formule, mais inspiré de cette formule, que l'on pourrait reprendre. Je ne vais pas le faire, parce que ça c'est purement mécanique. Il est plus intéressant de comprendre ce qui se passe lorsqu'on est très très loin de régimes avec des solutions particulières. Néanmoins, avant de passer à des régimes de solutions régulières, en allant vers la monotonie, etc., je voudrais vous parler de changement de variable, parce que par la suite, je ne parlerai plus de changement de variable, enfin de composition, et de changement d'inconnu, étant entendu que je me restreindrai à des solutions monotones, mais qu'il y a caché derrière ces solutions monotones la possibilité d'avoir des classes de solutions régulières plus générales en jouant sur les compositions, comme je l'ai fait sur f de u égale u, et je le referai, je vais vous montrer les changements de variables généraux, et puis je ne développerai ça que dans un cas qui est justement dans ce cas particulier. Donc je vais garder ce cas particulier ici en tête, et donc je réécris le système que j'ai malencontreusement effacé. F de grade U égale G. Donc voilà mon système d'équations. Bien, c'est quoi jouer sur les changements de variables? C'est dire simplement que je peux, en tout cas pour des solutions régulières, sinon attention aux régularisations, etc., je peux prendre un V sous la forme phi de x et de u. OK? Alors, je pourrais faire juste que phi de u, mais il y a des cas où il faut vraiment faire un phi de x et de u. Et puis, on regarde. Et vous allez voir qu'effectivement, cette transformation, qui n'est rien d'autre qu'une composition, va laisser la classe d'équation invariante. Donc là, c'est simplement une description de la géométrie, pour être très pédant, de cet ensemble de solutions. Donc, si vous faites le calcul, vous obtenez que dv sur dt. Lorsque vous écrivez une équation de transport et que vous faites un changement de variable, vous multipliez le membre de droite par la dérivée. Donc, qu'est-ce que vous récupérez? Bien, vous allez récupérer plus f gradient v égale phi prime, donc plus exactement d phi sur du appliqué à g, et j'ai un terme supplémentaire qui provient du fait que ce n'est pas un phi de u pur, mais j'ai aussi une dépendance en x, et vous récupérez donc plus f d phi sur dx. Donc les points, ce sont des opérations, ce sont des multiplications matricielles. Et donc vous obtenez une nouvelle équation pour V, qui est dv sur dt plus un f chapeau fois grade V est égal à un g chapeau, étant entendu que le f chapeau, il n'y a rien là, c'est un calcul, c'est tout. Le f chapeau, c'est quoi? Ça, c'est le seul point qui soit un tout petit peu intéressant. C'est un f de x et de phi moins 1 de x et de v. C'est ça. Bon, quant au g chapeau, c'est tout le bazar qui est à droite. Donc, il est ce qu'il est, d phi sur dv fois g plus un f d phi sur dx. Bon, alors donc, évidemment, ce qui vous intéresse beaucoup plus, c'est comment récupérer des solutions de ceci, c'est donc de partir d'autres équations et de faire la transformation inverse. Mais imaginez que ce soit cette équation-là que vous résolviez. Donc, par ce processus-là, vous savez construire à partir d'autres équations des solutions. Donc, lorsque vous avez un régime de solutions régulières, si vous choisissez bien vos transformations, bien vous allez pouvoir l'agrandir par ces transformations. C'est un peu compliqué, je vais vous donner un exemple pour que vous voyez bien comment ça marche au-delà du u carré qui était vraiment très très simple. Donc, exemple, très simple.
exemple. Donc, je vais prendre comme équation du sur dt plus f de u gradient u égale à 0. En d'autres termes, qu'est-ce que je fais? Je prends exactement le cas qui correspond à ces formules explicites, c'est-à-dire g égale à 0 et f qui est un f de u pur. Ce que nous démontrerons, et il y a un petit chouïa en plus. Donc on verra que si, avec la condition initiale U0, ça sera, je pense, la dernière chose que je ferai ce matin, on verra que si U0 et F sont monotones, plus quelque chose, plus epsilon, il y aura besoin d'un petit truc en plus que la monotonie. Alors, il existe une unique solution régulière. Bien. Question, c'est que si je connais ce résultat-là, je l'admets, on verra plus loin, j'avais déjà démontré essentiellement ceci lorsque f était la dérivée d'une fonction convexe. Donc c'est essentiellement des choses connues, je le reprendrai rapidement. Donc il existe une solution régulière, mais si j'admets ce résultat, comment je peux servir de ce résultat et des compositions pour accroître l'ensemble des solutions régulières? Donc, quel jeu vais-je jouer? Bon, alors, si ça dépend que de U, il est assez raisonnable de prendre des phi qui ne dépendent pas de X. Parce que sinon, on fait apparaître des membres de droite, et donc on peut le faire, mais je suis d'ailleurs persuadé, je ne sais pas le démontrer, ça, qu'on n'y gagne rien. Mais bon, ça c'est assez compliqué à comprendre, y compris dans le cas U gradient U en particulier. Bien. Donc dans le cas U gradient U, ce que l'on avait vu, c'est que si on se servait de cette équation-là et que l'on prenait f de U, on trouvait une solution du problème en U gradient U, et c'est ça qui donnait l'idée que si pour l'équation en U gradient U, je prends la composée de deux applications monotones, j'ai une unique solution régulière. Donc étendre, passer d'une condition initiale monotone à la composée de deux applications monotones. Bon. Eh bien, le résultat général que l'on va voir, c'est que la bonne condition pour qu'on ait une solution régulière, je pense que c'est la bonne condition, c'est non pas que U0 soit la composée de deux applications monotones, mais que f de U0 soit la composée de deux applications monotones. Donc on va passer de, si U0 et f monotones, tout ça, on va pouvoir le remplacer par f de U0 et la composée de deux applications monotones. Alors, bien entendu, si chacune des deux l'est, vous avez effectivement quelque chose qui est la composée de deux applications monotones. Mais vous pouvez faire des choses beaucoup plus générales. En particulier, si f est égal à l'identité, c'est dire que U0 est la composée de deux applications monotones. Hein. Donc, on retombe bien sur le cas particulier. Alors, il y a une manière donc ce résultat-là entraîne ce résultat-là. C'est-à-dire que si je sais, alors il faut faire bien les choses proprement, si je sais que U0 si j'ai le résultat pour toutes les applications monotones, mais comme il y a des petits chouïas en plus, c'est là où il faut faire un tout petit peu attention, mais grosso modo, j'obtiens donc, grâce au changement de variable, que f de U0, composé de deux applications monotones, ça suffit. Bon, alors, il y a une approche qui consiste à tricher, qui consiste à poser U tilde égale f de U. Bien, j'observe, et j'ai déjà observé,
que du tilde, gradient u tilde est égal à 0, avec u tilde en t égale 0 égale u tilde 0. Bon, alors j'aurais un peu besoin quelque part que f soit inversible, hein, quand même, mais bon. Il y a beaucoup de variantes, beaucoup de stratégies légèrement différentes. Mais si ça m'est utile, je supposerai que f est inversible quand j'en ai besoin. Et si c'est monotone, surtout si on rajoute un petit plus, c'est essentiellement inversible. Alors donc, bien, lorsque je fais ceci, je sais que si c'est la composée de deux applications monotones, j'ai une unique solution régulière. C'est ce qu'on a vu les semaines précédentes. Et donc, je sais déjà que j'ai un f de u qui est une solution régulière, qui est régulier. Et si f est inversible, ça veut dire que u est régulier. Et paf, j'ai bâti quelque chose de régulier. Donc, je peux me servir déjà de ce que je sais d'une certaine manière, ou je peux me servir de manière un peu plus brutale pour voir si on n'oublie rien. Parce que là, je ne suis même pas en train de supposer que l'un ou l'autre est monotone. Hein? Rien du tout. Je dis simplement, c'est une sorte de condition de compatibilité entre le f et le u0. Donc, le deuxième cas de figure, c'est de dire, bon, ok, je pars d'une équation dv sur dt plus g gradient v égale à 0, g de v gradient v égale à 0, avec v en t égale à 0 égale v0, et là je prends donc un g et v0 monotone. Donc d'après le résultat provisoirement admis, mais essentiellement connu, d'après ce cas particulier, je sais qu'il existe une solution régulière, et par cette solution régulière, ben, je veux construire une solution de ce problème-là en prenant un u égale phi de v. Bon, ben, je reprends le calcul qui est ici. Vous voyez que le G chapeau, ben, il vaut 0. Il n'y a pas, phi ne dépend pas de x. Et puis, je n'ai pas de bande de droite. Et qu'à l'intérieur, je dois remplacer le calcul tout bête. Je vous dis à ce moment-là que vous attendez à ce que si u est égal à phi de v, eh bien, vous ayez du sur dt. Donc, du sur dt plus g de phi moins 1 de u gradient u égale à 0. Avec u en t égale à 0, qui est égal à phi de u0. À phi de v0. Je ne dis rien sur la monotonie de phi. Là, je prends un phi qui est inversible. Bon. Donc ça, c'est mon changement de variable. Maintenant, bah, ça, c'est ma classe de u0, qui sont la composée d'une application inversible et d'une application monotone. Et j'aurais construit une solution régulière du problème qui m'intéresse, si g rond phi moins 1 est égal à f. C'est-à-dire si g est égal à f rond phi. D'accord? Mais attention, je veux que g soit monotone. Donc, bon, là, je sais faire les choses lorsque je peux trouver un phi tel que f rond phi soit monotone. Et tel que u0, ça soit phi de v0, avec un v0 monotone. Donc j'ai f, et je choisis des phi tels que f rond phi et phi moins 1 de u0 soient monotones. Bien, ça, quand est-ce que c'est possible? Si vous écrivez que f est égal, précisément comme je disais, à g rond phi moins 1, et que u0, c'est phi de v0, bien vous voyez que f rond u0, c'est g rond v0.
Et donc, vous voyez que cela marche si une condition nécessaire pour que cela marche, c'est que f rond U0 soit la composée de deux applications monotones. Si je peux faire un changement de variable créant un G monotone et créant un V0 monotone, alors nécessairement f de U0 est la composée de deux applications monotones. Maintenant, si c'est la composée des deux applications monotones, bien vous savez comment construire le G et le V0. Vous l'appelez G et V0, et ça y est, et vous passez le phi si en tout cas vous pouvez inverser au moins le f. Ou l'un des deux, et c'est exactement essentiellement des conditions comme ça qui seront nécessaires à la régularité dans les cadres monotones. J'aurais besoin d'un petit peu plus. Donc, voilà, je ne rentre pas trop dans les détails. Ce que je suis en train de montrer, c'est que effectivement, lorsque je prends ces changements de variables, on manipule, on voit les deux contraintes et on voit que ça marche et ça ne marchera que si f de U0 est la composée de deux applications monotones. Et on retrouve bien comme cas très particulier le cas f égale une entité, où pour U gradient U, la bonne classe de solution régulière, enfin la bonne classe. La classe de solution régulière consiste bien à écrire cette composée de deux applications monotones. Alors, flûte, j'ai effacé la formule, mais la formule, on va la retrouver. Rappelez-vous la formule. Est-ce que c'est prévisible? Est-ce que ça colle avec la formule explicite? La réponse est oui, parce qu'on va retomber exactement sur les conditions spectrales. Donc, voilà le modulo des petites hypothèses techniques que je glisse sous le tapis. Ce que l'on apprend, c'est que lorsqu'on prend l'équation avec ici G égale à 0 et un F qui n'est pas que de U, eh bien que la bonne condition pour ne pas avoir de choc, pour que les chocs n'apparaissent jamais, c'est que f de U de 0 soit composé de deux applications monotones. Donc vous pouvez avoir un f qui n'est absolument pas monotone et un U0 qui n'est absolument pas monotone, mais la composée doit être la composée de deux applications monotones. Bon, c'est un peu curieux, en même temps totalement cohérent. Si je reprends la formule explicite, c'est ma montre qui avance. Si je reprends la formule explicite, par exemple, le U égale U0 fois l'identité plus T fois F rond U0, moins 1. Alors, rappelez-vous ce que l'on avait dit, c'est que pour être sûr de pouvoir inverser ceci, quel que soit T, eh bien, il faut des hypothèses sur l'objet que l'on met. Dans le cas de où f égale une entité, c'était simplement U0, c'était l'approximation de Yoshida. On avait identifié les matrices pour lesquelles on peut toujours inverser. Ce sont les matrices dont le spectre ne rencontre pas la demi-droite des réels négatifs. Et on démontre que pour les matrices, pour les applications linéaires, c'est bien la composée de deux matrices monotones. Bien, donc c'est le bon objet. Et donc ce que l'on sait, c'est que, donc à nouveau, modulo des stricts monotones quelque part et des choses comme ceci, ce que l'on sait, c'est que si f rond U0 est la composée de deux applications monotones, alors ça entraîne que cette formule, que c'est I plus T fois f rond U0 est toujours inversible, existe, quel que soit T. Donc, la réciproque, entre guillemets, je ne sais pas, je pense très fortement que c'est vrai. Et que la réciproque, à nouveau, les epsilon techniques, je m'en moque complètement. La réciproque, c'est la bonne hypothèse, entre guillemets, c'est que le spectre de dx de f rond U0, donc de la dérivée de f de rond U0, ça c'est une application vectorielle de RD dans RD. Je regarde sa matrice jacobienne en x quelconque. Donc ce sera quel que soit x. Eh bien, je veux que le spectre soit d'intersection vide avec les réels négatifs. Ouais, je vais mettre l'inversibilité
le 0, il n'est pas très grave. Non. Bien, alors cette condition, elle n'est pas très facile à manipuler. Hein. Donc, si c'est indépendant de x, donc je vous rappelle ce qu'on avait vu lors du premier cours, que si ça c'est une seule matrice dont le spectre ne rencontre pas les réels négatifs ou nuls, alors c'est bien le produit de deux matrices positives, deux matrices monotones. Donc c'est déjà pas tout à fait évident à démontrer. Dans le cas d'application non linéaire, je ne sais vraiment pas. Je ne serais pas surpris que ça soit vrai, mais peut-être que je prends mes désirs pour des réalités. Je ne reviens pas là-dessus. Donc effectivement, la formule nous conduit à attendre que les propriétés que l'on avait sur U0 soient maintenant transportées sur f de U0. Et ces propriétés donc, nous permettent d'ailleurs de faire des choses qui sont un peu curieuses, parce que c'est aussi des f qui ne seront pas monotones que l'on peut atteindre avec des classes de conditions initiales très particulières, et ce qui correspond à des équations d'Hamilton-Jacobi non convexes, non convexes, et identifier des classes de régularité dans des équations d'Hamilton-Jacobi non convexes, mais qui ne sont pas des cadres de solutions convexes, c'est autre chose. Donc c'est quand même assez rigolo, parce que ça, on n'en avait aucune idée, parce qu'on n'avait pas de formule, y compris sur les équations d'Hamilton-Jacobi. Donc même dans ces cas très très particuliers du f de u, on est en train d'apprendre des choses. Bon. Alors dans le cadre plus général, vous comprenez la manière dont ça va marcher, à ceci près que la monotonie dont je parlais, par exemple, le premier résultat qui est ici, à savoir que si U0 et F sont monotones, ça marche. Pour une équation plus générale, ça va être remplacé par quoi? Ça va être remplacé par si U0, d'une part, et d'autre part, le couple GF est monotone sur R2D croix R2D, alors il existe une solution globale. Donc ça sera le même type de résultat, mais on aura maintenant le couple GF de R2D dans R2D. Donc c'est sur celui-là et sur celui-là qu'il faut travailler. Bon, là, je dois dire, je ne sais absolument pas comment me dépatouiller avec tous ces champs de variables. Je peux écrire des conditions, mais pour l'instant, c'est vraiment dégoûtant. De toute façon, je vais me commencer déjà, ça me donnera peut-être du temps pour nettoyer cette question-là. Je vais commencer dans les semaines qui viennent à donc travailler sur la situation de monotonie. Donc j'arrête là sur ces compositions, sur toutes ces remarques préliminaires, mais qui sont peut-être plus importantes que ce que je vais vous raconter les semaines suivantes. Et en ce qui concerne les semaines qui arrivent, donc on va réellement travailler avec des techniques, peu importe les techniques, toutes sortes de techniques, mais à la fin, comme je dois pouvoir gérer aussi l'addition de termes elliptiques, éventuellement dégénérés, il faudra que j'ai des techniques d'EDP, les techniques explicites de méthodes de caractéristiques ne vont plus fonctionner. Donc, il va bien falloir travailler un peu plus durement. Mais je dois vraiment appuyer trop fort, c'est toujours mon manque d'énergie chronique, je dois vraiment appuyer trop fort sur la craie, parce que ça, c'est... Bien, alors, donc, où en étais-je? Oui, j'étais en train de dire que f de x et de u, g de x et de u, et donc les points que je vais aborder, que je ne vais vraiment pas commencer maintenant, mais les points que je vais aborder, c'est 1, la propagation de la monotonie, et donc ce que l'on verra, c'est que la bonne condition pour la propagation de la monotonie, c'est que GF soit monotone de R2D dans R2D. Au passage, si j'ai un peu de temps, je vous montrerai que c'est une condition suffisante
pour la propagation de la monotonie. Ce n'est pas une condition nécessaire et suffisante. Il y a des choses un peu plus générales. Lorsqu'on met les dépendances en X, on peut faire un peu plus général que ça. En revanche, cette condition sera aussi ce qui permettra d'obtenir la propagation de la régularité. Mais il y aura des petites conditions, c'est plus conditions, et là, c'est là où, où ça va devenir un peu compliqué. Et ça, je peux l'expliquer parce que c'est juste un petit exemple, c'est que la monotonie toute seule, ça ne suffit pas. Si c'est la monotonie au sens large. Et on peut le voir sur les matrices, parce que fondamentalement, pensez à une application monotone qui serait AX pour mon U0 et un F, F de U qui serait BU. Donc j'ai deux matrices A et B. La monotonie, c'est dire A positif ou nul, B positif ou nul. Donc le seul problème, c'est que si je ne rajoute pas un petit chouïa en plus, que l'une est inversible ou qu'il y a quelque chose en plus, eh bien le produit AB, malheureusement, il peut avoir un spectre qui touche les réels négatifs. Donc il va falloir que je fasse quelque chose que je dise quelque chose en plus. Un petit chouïa en plus. Pourquoi ? Eh bien, pensez à A, qui est une rotation de pi sur 2, A et B, rotation de pi sur 2. En dimension 2, bien, le produit AB, c'est une rotation de pi, ben, vous avez moins 1 comme valeur propre. Ben, c'est moins l'identité, vous n'avez que des moins 1 comme valeur propre. Alors, c'est violemment non symétrique. Donc, effectivement, lorsque f est un gradient, ça marche, parce que c'est une matrice symétrique. Et une rotation de pi sur 2, ce n'est pas symétrique. Bon, ce n'est pas une démonstration, mais ça se démontre. Au-delà, si c'est pas trop antisymétrique, si c'est monotone et pas antisymétrique, ça marchera. Enfin, pas antisymétrique. Pas produit scalaire nul, pas forme quadratique nulle. Ça a un nom, j'ai oublié, je suis fatigué. Donc, style la rotation de pi sur 2, la propriété, si vous voulez, AXX égale 0, quel que soit x. Donc, si on est un tout petit peu éloigné de cette... c'est pas antisymétrique, c'est... je ne sais plus comment on dit, bref. Donc, si on élimine les conditions-là, eh bien, à ce moment-là, ça marchera. En particulier, si c'est inversible, ça marchera. Donc, on aura besoin de rajouter des petits trucs en plus. Alors, ces petits trucs en plus, c'est anodin lorsqu'on a des formules explicites, mais lorsque c'est noyé dans les méthodes de caractéristiques et les techniques de DP, les petites conditions en plus, il va falloir les gérer par des équations, par des estimations a priori. Alors ça, lorsque f c'est h', c'est la dérivée d'un hamiltonien, ces conditions-là, essentiellement, elles disparaissent, parce que c'est comme si une des deux matrices était symétrique. Mais si on veut vraiment toute la généralité de la chose, et elle est importante si on veut agrandir les classes de solutions régulières composées de applications monotones, nulle part on dit que ce sont des gradients. Donc, si l'on veut pouvoir agrandir la classe de solution, il va falloir que l'on se coltine des f qui ne sont pas des gradients. Et se coltiner des f qui ne sont pas des gradients, ça va nécessiter que l'on mette en place des méthodes pour mesurer qu'est-ce que ça veut dire ne être monotone, mais pas ressembler à des rotations de pi sur 2, en tout cas en chaque point ou localement. Donc, il va falloir traduire ça en estimation a priori, et on aura des choses assez particulières qui sortent, dans lesquelles je ne vais pas rentrer dedans, mais qui consistent à dire que, grosso modo, la dérivée de l'inverse est bornée, même si l'inverse n'existe pas. Donc, il va falloir vraiment que l'on travaille là-dessus. Bon, on va le faire tranquillement, c'est simplement pour savoir un peu où on va. Donc, ça, c'est le programme général, propagation de la monotonie, semaine prochaine,
Propagation de la régularité, ça m'étonnerait que je commence la semaine prochaine. Et là, il va falloir bien comprendre ce qui se passe, bien comprendre ce contre-exemple, aller au-delà, et puis mettre en place les techniques d'EDP qui soient robustes pour pouvoir non seulement gérer ces équations-là, mais gérer les équations dans lesquelles on rajoute un epsilon laplacien. Donc j'en ai au moins pour 3 cours pour faire ces 2 points-là. Après, on verra. J'ai un certain nombre de choix, je ne sais pas encore, mais en plus d'ici là, je pense que j'aurai nettoyé un certain nombre de questions supplémentaires qui me feront que je prendrai du retard. Le fait de faire court m'aide à comprendre ce que je fais. Vous savez bien qu'on a bien compris quelque chose que lorsqu'on l'a expliqué à quelqu'un d'autre. Enfin, on a bien compris. La seule chance de comprendre quelque chose est de l'avoir expliqué à quelqu'un d'autre. Ça ne suffit pas, mais c'est certainement une condition nécessaire. Bon, sur ce, donc, on reprend dans un petit moment pour l'exposé. Merci bien.